Bonjour, je m'appelle Marc Meurice et j'ai l'habitude de me présenter comme ingénieur tarologue. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai fait des études de tarologie à un niveau d'ingénieur. La seule chose, c'est que j'ai eu deux phases dans ma vie. La première, j'ai fait des études d'ingénieur civil avec une éducation très cartésienne, où pour moi, des choses comme l'hypnose, la voyance, le tarot étaient des choses qui n'existaient pas. Et dans cette période, j'ai eu l'occasion de rencontrer des voyantes qui m'ont raconté des choses incroyables sur moi, sur les gens qui avaient autour de moi, sur des choses que ces gens ne pouvaient pas savoir sans me connaître. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ces gens, comment est-ce qu'ils peuvent savoir ces choses sur moi? Et chacune utilisait des cartes. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, les cartes de tarot permettent de savoir des choses auxquelles normalement on n'a pas accès. Et j'ai décidé, c'était il y a une quinzaine d'années, à commencer à étudier le tarot et de voir dans quelle mesure ces cartes permettaient d'avoir accès à l'invisible. C'est comme ça que je suis arrivé au tarot, donc plus comme un chercheur que comme un praticien. Et encore aujourd'hui, je continue à m'émerveiller de la pertinence de certains tirages. Et j'étudie les oracles, le tarot, et aujourd'hui, voilà, j'ai pris la décision de vous parler des synchronicités. Mon approche du tarot est un peu particulière, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas voyant, je ne fais pas non plus de prédiction, je travaille sur le présent. C'est-à-dire que même les tarologues que j'ai rencontrés à l'origine m'ont dit des choses sur moi-même et sur les gens qui m'entouraient, ils n'ont pas prédit ce qui allait arriver dans les années ou les mois ou les semaines qui viennent. Encore aujourd'hui, je privilégie ça, c'est-à-dire que j'utilise le tarot comme un outil d'accès à l'inconscient, d'accès à des choses cachées, mais dans le présent. L'avantage pour la personne qui vient me voir, c'est qu'elle reste maître de ce que je lui dis. Je ne vais pas lui annoncer par exemple que il va lui arriver des broutilles d'ici quelques mois ou quelques semaines. Je vais lui dire, voilà, vous avez peur que quelque chose arrive. Et on peut alors à ce moment-là travailler sur cette peur. Donc le consultant reste maître de sa destinée et il est tout à fait apte à choisir d'accepter ou pas ce que je lui suggère. Ce qui n'est pas le cas quand vous faites une prédiction. Si vous dites à quelqu'un, dans 3 mois vous allez avoir un accident, ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut juste attendre et regarder si la prédiction est juste ou pas. Si je lui dis, vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose, eh bien là, il peut travailler sur cette peur, et donc il reste maître et actif par rapport à son destin. Cette approche du tarot est ce qu'on appelle en général une approche humaniste ou psychologique, c'est-à-dire qu'il s'agit beaucoup plus d'un accompagnement, une sorte de coaching, que de la voyance. Alors, les synchronicités. Pourquoi je parle des synchronicités? En fait, parce que pour moi, dans l'approche que j'ai du tarot, eh bien, on le verra plus tard dans la définition, pour moi, tirer le tarot, c'est générer des synchronicités. Et donc, je me suis fait la réflexion, vous savez, il y a des exercices où on vous demande d'hiérarchiser vos envies, et je me suis posé la question, est-ce que j'aurais envie plus de faire du tarot ou plus de comprendre les synchronicités? Et donc le principe est assez simple, vous vous dites, est-ce que je veux un monde dans lequel il y a du tarot et pas de synchronicité, ou est-ce que je préfère un monde dans lequel il y a des synchronicités et pas de tarot? Eh bien, pour moi, la réponse était forte, c'est-à-dire que les synchronicités sont plus importantes pour moi que le fait de tirer le tarot. Par contre, évidemment, le tirage de tarot permet d'accéder aux synchronicités. Mais je vais revenir un petit peu en arrière, et en fait, c'est quoi les synchronicités? Vous savez, dans la vie de tous les jours, on entend souvent « le monde est petit » ou « il n'y a pas de hasard ». Il n'y a pas de hasard, c'est une phrase de Voltaire. Alors, il a d'abord dit, c'est dans Zadig, il a dit il n'y a pas de hasard, et puis 20 ans après, il a dit sa sacrée majesté le hasard décide de tout. J'ai même entendu une personne à la télé dire il n'y a pas de hasard, d'ailleurs il fait bien les choses. Alors c'est bizarre évidemment, il n'y a pas de hasard, mais il fait bien les choses. En fait, en réalité, c'est pas complètement incohérent, c'est simplement parce que la notion de hasard est mélangée avec la notion de hasard signifiant. Donc, quand on dit « il n'y a pas de hasard », on veut dire « il y a du hasard, mais dans le hasard, il y a un message ».
Je préfère d'ailleurs la formule « il n'y a pas que du hasard » parce que pour moi, il y a peut-être quand même du hasard non signifiant et du hasard signifiant. J'ai jamais de chance. Ça aussi, c'est une synchronicité. Les gens qui disent « je ne crois pas aux synchronicités, mais j'ai jamais de chance », ça n'a aucun sens, parce que la chance, si c'est statistique, eh bien, tout le monde a autant de chances que les autres. Si vous dites « j'ai jamais de chance », c'est que quelque part, vous acceptez le concept de synchronicité. Alors, ce concept a été défini par Jung dans les années 20. J'imagine que vous connaissez, je peux vous la rappeler en quelques mots, l'anecdote du scarabée, c'est-à-dire que Jung était en consultation avec une dame et ça bloquait. Ça fait déjà de nombreuses semaines qu'il n'avançait plus et Jung lui proposait de faire de l'analyse de rêve pour débloquer la situation. La dame n'était pas du tout convaincue, mais bon, elle lui raconte quand même son rêve, et dans son rêve, il y avait un scarabée. Et au moment où elle raconte ça, il y a par la fenêtre une sorte de scarabée, parce que dans la région où était Jung, il n'y avait pas de scarabée, mais une bestiole qui ressemblait à un scarabée, qui vient se poser juste sur le bureau entre deux. Et Jung lui dit, vous voyez, voilà, c'est le scarabée de votre rêve. Et rien que ça, par cette coïncidence bizarre, a permis à la personne d'accepter que l'analyse de rêve était utile, et ça a fait comme un déclic, et après cette coïncidence, eh bien, les séances ont progressé de façon beaucoup plus positive. C'est à cette époque-là que Jung a défini le concept de synchronicité. Donc on est dans les années 20, mais il n'en parlera dans la documentation que dans les années 50, parce que c'était tellement fort pour lui et tellement peu scientifique qu'il a eu peur d'en parler plus tôt. Et ce n'est que dans les années 70, avec l'émergence du New Age, qu'on a recommencé à en parler. Donc ça a pris du temps entre le temps où Jung a défini le concept et son application, je dirais, dans la vie de tous les jours. Alors, comment est-ce que Jung a défini les synchronicités? Il a défini ça comme ceci: occurrence simultanée d'événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Donc on a différents éléments. 1, occurrence simultanée. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui se passent en même temps. Un événement extérieur, une pensée, une parole extérieure, une pensée, ou deux choses qui se passent en même temps. La deuxième idée, c'est pas de lien de causalité. Ça veut dire qu'une chose n'entraîne pas l'autre. Si je pense bouger mon verre ou boire mon verre et que le verre bouge, ben, évidemment, il y a un lien de causalité. Donc, ici, dans le principe de causalité, de synchronicité, il y a deux choses, extérieures ou intérieures, qui n'ont pas de lien de causalité ensemble, mais qui prennent du sens pour un observateur. Alors ça, c'est important parce que le concept de synchronicité ne fonctionne que s'il y a un observateur qui donne du sens. Sinon, on parle juste d'une coïncidence. Si deux choses se croisent à un moment, mais qu'il n'y a pas un sens qui est mis dessus, c'est une simple coïncidence, similitude ou concordance. Mais il ne s'agit pas de synchronicité. Alors Jung ajoute un commentaire par rapport à cette définition, c'est qu'il dit que plus le message est lumineux, c'est-à-dire plus il exerce une fascination, plus la synchronicité est importante. C'est pour ça que, d'une façon ou d'une autre, souvent, moi ça m'arrive d'avoir des grosses synchros, je dis « Waouh, c'est incroyable », et puis j'en parle autour de moi, et les autres disent « Oh bah oui, enfin ça c'est juste une coïncidence ». Et inversement, parfois les gens me disent « Oh, regarde, c'est incroyable, j'ai une synchro extraordinaire », et en réalité, moi je leur dis « Oui, mais enfin ça n'a pas beaucoup de sens ». Parce que c'est l'émotion et la fascination, l'émerveillement qu'on met dessus, qui fait que la synchronicité est importante. Et c'est une des clés du tirage de tarot, c'est-à-dire que quand on fait un tirage de tarot, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe, quelque chose d'incroyable, quelque chose de peut-être parfois qui fait un peu peur, et c'est cette fascination-là qui fait l'efficacité du tirage de tarot. Donc, d'une façon plus simple, on peut résumer la synchronicité par une phrase ici que j'ai écrite: un événement extérieur vient faire résonance à un état ou à un questionnement intérieur. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'un événement extérieur, un événement intérieur sont en phase, alors qu'il n'y a pas de lien de causalité. Ça implique qu'on a une preuve quelque part que tout est connecté dans l'univers. Et la deuxième idée, encore peut-être plus importante, c'est que
le monde extérieur se comporte comme s'il était une extension de notre psyché. C'est une réflexion de von Franz, qui était une des élèves de Jung. Le monde extérieur se comporte comme s'il était une extension de notre psyché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos pensées, notre psyché, peut influencer l'évolution du monde extérieur. Et donc, les synchronicités sont la preuve que notre pensée agit sur l'univers. Je propose maintenant d'aborder l'aspect historique. Il est clair que le concept de synchronicité que Jung a défini n'était pas un concept nouveau. Il a mis des mots, il a expliqué un phénomène qui existait déjà depuis bien longtemps, depuis l'Antiquité, voire même depuis la préhistoire, où pour expliquer les synchronicités, pour expliquer les phénomènes extérieurs qui prédisaient l'avenir ou qui étaient en phase avec notre état intérieur, les hommes de l'Antiquité parlaient d'intervention divine, d'intervention d'esprit, et donc expliquaient les phénomènes acausaux par des interventions causales d'êtres invisibles qui étaient les dieux. Dans l'hindouisme, les notions sont déjà présentes, les notions d'unicité. Dans l'hindouisme, on dit que tout est relié. Dans leur multitude, les phénomènes autour de nous ne sont que les diverses manifestations de la même réalité ultime, Brahman. On parle également d'un univers en perpétuelle transformation. Dans le bouddhisme, de la même façon, on retrouve l'impermanence et on retrouve l'unité et l'interdépendance de toutes les choses. Dans le bouddhisme, on vous explique que rien n'existe en soi, que tout existe par sa relation aux autres phénomènes. Mais dans la pensée occidentale, ces notions étaient déjà présentes depuis bien longtemps. On peut penser notamment à la table d'émeraude, écrite par un certain Hermès Trismégiste qui aurait vécu 200 ans avant Jésus-Christ, et c'est en fait le texte fondateur de l'alchimie, ou un des textes fondateurs de l'alchimie. Si on va voir dans ces textes, qu'est-ce qu'on trouve? Donc on est 200 ans avant Jésus-Christ ici en Occident. Identité du macrocosme, donc de l'univers, et du microcosme, c'est-à-dire l'homme et les fonctionnements au niveau de la Terre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc cette notion d'unicité de reliance existait déjà chez Hermès Trismégiste. Je reviendrai un petit peu là-dessus, mais on voit que toutes les données qui ont émergé dans les années 70 et 80 avec le New Age, en fait étaient déjà présentes dans la pensée occidentale. Dans la pensée orientale, on le sait, mais déjà aussi dans la pensée occidentale. Alors comment est-ce que ça a pris du temps, comment ça se fait que ça renaît aujourd'hui? Eh bien, après l'Antiquité, il y a eu la période du Moyen-Âge. Et pendant le Moyen-Âge, c'était l'Église qui détenait la réalité, qui détenait la vérité sur tous les phénomènes inexpliqués, tous les phénomènes invisibles. Et c'était un fait. Tout le monde acceptait que seule l'Église pouvait interpréter, expliquer les phénomènes qui n'étaient pas accessibles au commun des mortels. Et il faut attendre le XIVe et le XVe siècle pour commencer à voir petit à petit diminuer cette influence de l'Église catholique en Occident. En réalité, en effet, au XIVe et XVe siècle, l'Église commence à vendre des indulgences, c'est-à-dire que quelqu'un qui était riche pouvait acquérir son pardon et donc accéder au paradis. Donc les gens qui avaient de l'argent accédaient plus facilement au paradis que les gens qui n'en avaient pas. Donc ça a commencé à grincer un petit peu. Et puis en 1517, le moine Luther dit qu'on peut avoir un accès direct à Dieu sans passer par l'Église. Évidemment, vous comprenez pourquoi c'est la naissance du protestantisme, pourquoi le protestantisme a été tellement attaqué par l'Église catholique, parce que c'était ses propres prérogatives qui étaient mises en danger. Et enfin, pour terminer l'histoire, vers 1600, on découvre que la Terre tourne autour du Soleil, alors que l'Église prétendait le contraire. Et donc là, tout s'effondre, et c'est l'émergence d'une sorte de nouvelle religion qu'on a appelée le matérialisme. C'est-à-dire que les gens
se détournent des questions auxquelles la science ne peut pas répondre, et non plus de spiritualité. La distraction permet d'oublier que nous sommes ignorants de nos fins dernières. Donc, fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, l'Église catholique perd de son pouvoir, la science devient toute puissante. Et il faut attendre le début du XXe siècle pour que le même phénomène se passe, mais par rapport à la science. C'est-à-dire que la science et la vue mécaniste de l'univers, qui affirmait que l'univers c'était une grosse machine, qu'il suffit de la découper en petits morceaux pour comprendre son fonctionnement, eh bien cette définition du matérialisme commence à son tour à être battue en brèche, comme la toute-puissance de l'Église, les affirmations de l'Église catholique vers 1600 ont été battues en brèche par les découvertes de la science. Et qu'est-ce qui a remis donc la vue mécaniste de l'univers en cause? C'est d'abord la relativité. Alors, la relativité restreinte, je fais dans les grandes lignes, la relativité restreinte affirme que le temps absolu n'existe plus. C'est-à-dire que vous mettez quelqu'un dans une fusée, quelqu'un qui reste sur la Terre, eh bien, leurs horloges temporelles sont différentes. La notion de temps absolu n'existe plus. Si on va vers la relativité générale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que l'espace est courbé quand il y a une planète, quand il y a de la matière. Donc la notion d'espace absolu n'existe plus. On rajoute à ça l'électromagnétisme, qui nous apprend que la matière, c'est de l'énergie, il n'y a rien de solide, donc E égale mc carré, ça veut dire que le monde solide, en fait, n'existe pas. Ça peut se transformer entièrement en énergie, et l'énergie peut se transformer en matière. Et finalement, la dernière chose, le fait d'observer un phénomène va l'influencer. Donc, l'observateur influence l'existence ou pas d'un phénomène. Eh bien, en réalité, c'est un peu la même chose avec la synchronicité, puisque quand normalement on a une explication statistique du hasard, mais quand il y a un observateur, eh bien, cette notion statistique n'existe plus, et l'observateur va créer une réalité qui est différente de la notion statistique de hasard. Donc, comme je vous l'ai dit, la mécanique quantique a fait, avec évidemment la pensée de Jung, revenir à la mode ce phénomène qui était connu depuis bien longtemps. La différence, c'est pas que les synchronicités est un phénomène nouveau, la différence, c'est que le nombre de personnes qui s'y intéressaient, finalement, aujourd'hui, a énormément augmenté. C'est surtout cela qui est particulier, c'est qu'il y a davantage de personnes qui les remarquent aujourd'hui que dans le passé. Je vous propose maintenant d'aborder la loi d'attraction. Je pourrais même dire loi d'attraction des synchronicités, parce qu'en fait c'est bien de ça qu'il s'agit. Vous émettez un désir profond et vous voulez que l'univers se comporte en adéquation avec votre désir. Pour moi, la loi d'attraction fonctionne tout le temps. Mais, par contre, il faut bien comprendre les mécanismes. La première chose, c'est d'avoir une demande réelle, une intention forte. Par exemple, si vous vous dites « je voudrais rencontrer quelqu'un, je vais faire fonctionner la loi d'attraction, et puis je rencontre personne », eh bien peut-être qu'au fond de vous, il y a une part de vous qui n'a pas envie de rencontrer cette personne parce que vous êtes bien dans votre solitude, vous avez vos habitudes, votre façon de vivre, et en réalité, oui, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais pas modifier votre rythme de vie. Et donc une partie de vous va s'opposer à cela. Et c'est l'ensemble, évidemment, qui va faire fonctionner l'univers. Parfois, des gens attendent des signes de l'extérieur, quand ils hésitent. Et puis, il y a un signe qui leur dit d'aller à gauche, ah, ils vont à gauche. Et puis, tout d'un coup, un autre signe leur dit d'aller à droite, ah, ils vont à droite. Et puis à gauche, et puis à droite. Et en fait, ils ne savent plus. Parce qu'en réalité, l'univers, ce ne sont pas des signes qui nous envoient, ce sont des signaux. C'est-à-dire que l'univers nous envoie des éléments extérieurs qui sont en phase avec notre état intérieur. Et si on hésite entre aller à gauche et aller à droite, eh bien l'univers va nous envoyer une fois à gauche, une fois à droite, en concordance avec ce que l'on veut. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une demande réelle, une intention forte et surtout une intention claire. Donc la loi d'attraction implique avant tout de bien se connaître
et de savoir si notre désir, il est bien exprimé et il est conforme à ce que l'on veut au plus profond de nous-mêmes. La deuxième règle, c'est de ne pas demander des choses que tout le monde veut. Par exemple, si vous dites « je voudrais gagner à la loterie », bien peut-être que vous n'êtes pas le seul à vouloir gagner, et donc il va y avoir de la concurrence. Et donc il n'y a pas de raison que vous soyez favorisé par rapport à d'autres. Par contre, si vous dites « j'aimerais bien trouver une vieille paire de chaussures en me baladant dans la ville », eh bien, ça va normalement se réaliser. Surtout si vous criez à tout le monde « oh, j'aimerais bien trouver une vieille paire de chaussures ». Si vous le faites avec suffisamment de bonheur, de gentillesse, il est évident que quelqu'un va vous donner une vieille paire de chaussures. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'en parler. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, c'est pas juste quelque chose que vous envoyez à l'univers, c'est quelque chose que vous envoyez autour de vous. J'avais une amie qui voulait faire un voyage. Et puis on discute, et elle me dit « mais j'ai pas l'argent ». Et je lui dis « mais combien il te faudrait pour faire ce voyage ?» Il dit « ah, il me faudrait 400 €, mais je sais, je ne peux pas trouver ça comme ça, je fais pourtant des demandes à l'univers. » Et je lui fais un chèque de 400 €. Et elle me dit « ah mais non, 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 je peux pas accepter ». Je dis « mais pourquoi tu peux pas accepter ?»« Ah, parce que je demande, mais je voudrais gagner ça à la loterie, je voudrais... » Donc elle fait des demandes, mais qui sont trop serré. Et en réalité, je lui dis, mais je fais partie de l'univers. Donc là, tu as fait une demande, l'univers a répondu, et je te donne les 400 €. En fait, elle n'a jamais accepté. J'avais mis une limite dans le temps, parce que je ne voulais pas qu'elle revienne dans 10 ans en disant, ah, tu m'avais promis 400 €, alors que dans 10 ans, je ne sais pas si je pourrais lui donner. Aujourd'hui, je peux, mais dans 10 ans, je ne sais pas. Donc j'avais donné une limite de 30 jours, mais après 30 jours, elle m'a dit, non, je ne peux pas accepter. Donc, elle a fait une demande, mais elle ne l'a pas accepté, donc ce n'était pas une vraie demande. C'est ça le point suivant, c'est en fait que dans la loi de l'attraction, il faut laisser à l'univers toutes ses chances, c'est-à-dire que ce n'est pas à vous à définir comment ça doit vous arriver. L'univers va choisir la façon la plus logique pour vous, et parfois il y a un travail à faire. Pour elle, c'était un travail d'acceptation, de recevoir, donc elle n'était pas prête à recevoir, donc elle demandait, mais elle n'était pas prête à recevoir. Et donc évidemment, il y avait une contradiction. Alors c'est pas parce que on laisse à l'univers toutes ses chances qu'il ne faut pas agir. Dans ce cas-ci, enfin dans le cadre de la paire de chaussures, eh bien c'est la même chose. Le fait d'agir, c'est le fait de communiquer sur ses envies. Donc si vous ne communiquez pas sur vos envies, eh bien la loi de l'attraction a moins de chances de se présenter. Et l'autre aspect, c'est qu'une fois qu'une occasion passe, eh bien il faut la saisir. Si vous ne la saisissez pas, si vous dites « ah oui, mais l'univers s'occupe de moi », eh bien peut-être que l'opportunité, elle est passée et que vous n'allez pas pouvoir avoir les fruits de votre demande. Donc, c'est en ça que la loi de l'attraction réconcilie les synchronicités avec le libre arbitre, c'est-à-dire que vous demandez quelque chose, vous laissez les synchronicités se présenter à vous, et quand elles sont là, vous cueillez les fruits et vous acceptez de recevoir le cadeau de l'univers. Mais c'est vous qui l'avez demandé à la base. C'est ça qui est important. Abordons maintenant le lien entre le tirage de tarot et les synchronicités. Quand on fait un tirage de tarot, on choisit des cartes au hasard et puis on lit le sens en répondant à une question. En réalité, qu'est-ce que l'on fait? On a créé du hasard signifiant. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas une explication. Certaines personnes vous diront, mais c'est une question d'énergie. Les cartes étaient là au bon moment pour répondre à l'énergie de la question. D'autres personnes vous diront, ce sont les anges qui ont guidé ma main et qui ont fait que j'ai tiré telle ou telle carte. Ou encore, que le tarologue a une sorte de sixième sens qui a fait que même si les cartes étaient à l'envers, il voyait les cartes et il savait ce qu'il voulait dire et il a tiré les bonnes cartes. En fait, tout ça reste compatible avec le principe de synchronicité. Parce que la synchronicité, c'est quoi? C'est basé sur le principe de la causalité dans le monde réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une acausalité dans le monde réel, je vous ai parlé des hommes préhistoriques ou de l'Antiquité, pouvait être expliquée par une causalité dans le monde invisible. Ça pouvait être l'influence d'un dieu, etc. Jung n'a pas dit qu'il n'y avait pas une explication. Il disait simplement qu'aujourd'hui,
avec notre connaissance scientifique, dans le monde réel, il n'y a pas de causalité. Et donc on est bien dans ce qu'on appelle une synchronicité. Alors le tarot, les cartes du tarot, moi je travaille principalement avec les arcanes majeures, sont une image du monde ou de la psyché. C'est-à-dire que si on prend les 22 arcanes majeures, on a normalement un modèle de la psyché. L'ensemble des cartes forme une sorte de synthèse de notre personnalité. Et comme nous l'avons vu, travailler sur le sens positif des cartes, c'est changer le modèle de notre psyché. Et c'est changer notre regard sur le monde. Donc on a tout intérêt à, quand on fait un tirage de tarot, à avoir un sens positif dans lequel on va interpréter la carte, ou les cartes, parce que automatiquement, même si la personne vient avec un problème, on est déjà dans la solution, on est déjà dans la proposition de dire oui, mais ce problème, peut-être que tu pourrais le voir autrement, comme une ressource, comme une solution, comme quelque chose qui est nécessaire pour évoluer. J'ai fait avec une amie qui tire les cartes, on était sur un tarot particulier dans lequel elle avait une carte qui s'appelait Sacrifice, et je dis mais Sacrifice c'est marrant parce que c'est un des sens qu'on donne en général sur l'arcane 12 dans le tarot de Marseille. Mais moi j'ai changé, j'ai travaillé sur cette carte et je vois ça plus comme un engagement volontaire, comme quelque chose de ok, je prends du recul, mais c'est quelque chose que moi-même j'ai décidé, c'est pas un sacrifice, je sais que ça va faire évoluer la situation. Et donc je lui suggère cette interprétation sur sa carte et automatiquement la phrase qu'elle m'avait donnée pour elle travailler en prédiction, elle me disait voilà, il va t'arriver ça et ça, rien qu'en changeant le sens de cette carte, tout d'un coup sa prédiction était modifiée et elle me prédisait quelque chose de déjà beaucoup plus positif. Donc c'est intéressant d'avoir notre vocabulaire sur les cartes de tarot de façon très positive pour pouvoir proposer des choses positives aux gens. Le deuxième aspect qui est important quand on tire le tarot, c'est de cultiver l'émerveillement. Alors, qu'est-ce que ça a à voir, vous allez me dire? Mais en réalité, dans son analyse de synchronicité, Jung a fait des expériences. Et il a fait notamment une expérience pour prouver l'efficacité de l'astrologie. Alors, je passe les détails, mais en gros, il a étudié des couples en fonction de l'affinité des signes astrologiques. Donc il voulait voir si des couples dont l'affinité astrologique était forte étaient plus pérennes que des couples dont l'affinité astrologique n'était pas forte. C'était ça le principe du test. Et il a fait des expériences, il a fait des questionnaires, et il a fait une première expérience où il a prouvé qu'en réalité, de fait, les couples qui avaient un lien astrologique fort était plus stable que les autres. Ça, c'était sa première expérience. Donc il dit, tiens, donc ça prouve quand même que dans l'astrologie, il y a quelque chose qu'on peut, faire sortir, il y a quelque chose de signifiant. Et puis, il a refait l'autre expérience, la même expérience 2 ou 3 ans après, et là, les résultats se sont effondrés et il n'a plus du tout trouvé de lien, il n'a plus du tout trouvé les conclusions qu'il avait lors de sa première expérience. Et après, il s'est rendu compte qu'il avait mis beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'attente dans la première expérience que la deuxième. La deuxième avait été faite quelque part avec une sorte de routine, avec beaucoup moins d'implication. Et donc, il a expliqué ça comme ça, en disant, ben, finalement, plus vous vous impliquez dans la recherche d'une signification, plus celle-ci va être lumineuse, plus celle-ci va être porteuse de sens, et moins vous vous impliquez, moins cela va être significatif. Eh bien, c'est la même chose dans le tarot, c'est-à-dire que quand vous cultivez l'émerveillement, moi chaque fois que je fais un tirage, je suis étonné. Je dis des choses que je ne connais pas sur les gens, et puis ils me disent « Ah oui, oui, c'est juste, ah oui, c'est ça », ou alors ils rectifient un peu, ils disent « Non, mais en fait, c'est peut-être ça ». Et je suis chaque fois étonné de voir que moi qui ne connais pas les gens, je parviens à leur dire des choses qui les interpellent et qui les intéressent. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut continuer à
à cultiver dans le tirage de tarot, c'est que tant qu'il y a cette magie qui opère, eh bien, vous augmentez l'efficacité. Le point suivant, c'est que le tarot, donc, c'est un outil qui permet de capter des synchronicités ou de générer des synchronicités. Et donc, c'est un outil à notre portée qui nous permet de voir le fait qu'il y a des choses dans le monde extérieur qui se composent, qui se comportent en phase avec notre monde intérieur. Parce qu'on peut se référer aux écrits des anciens, on peut se référer à la mécanique quantique, mais tout ça, ce sont des expériences qu'on ne peut pas simuler, on ne peut pas reproduire. Tandis qu'avec le tarot, moi je vous encourage à faire énormément de tirages sur vous, pour vous mettre, pas vous mettre, mais mettre le tarot à l'épreuve, poser des questions. Au début, quand j'ai commencé à tirer le tarot, je suis tout à fait autodidacte. Pour vérifier comment ça fonctionnait, ben, j'ai posé des questions simples. J'ai dit, est-ce que j'ai envie de manger un hamburger? Et puis je faisais le tirage et j'avais le diable, ah bah oui, il est debout sur un gros hamburger, donc c'est que ça doit être quelque chose lié au plaisir, lié à cette envie que j'ai. Parce que en posant la question, je savais dans quel état j'étais, et en ayant la carte, j'avais donc des mots pour mettre sur cette carte. Si vous voulez, normalement, dans un tirage classique, ben, vous avez une question, vous avez le sens des cartes et l'inconnu c'est la réponse. Et bien quand vous commencez à travailler le sens des cartes, c'est intéressant de mettre l'inconnu sur le sens des cartes. Donc vous posez une question auquel vous avez la réponse, et donc vous cherchez le sens de la carte. Et ça marche très bien, vous pouvez tirer des cartes comme ça la journée, quand vous avez une grosse émotion, vous tirez une carte, ça vous donne des informations sur ce que cette carte représente pour vous. Donc, je conclurai, le tarot est un créateur de synchronicité, et donc, par extension, puisque le monde extérieur se comporte comme s'il était une extension de notre psyché, le tarot est également un créateur de réalité. Notre vision du monde extérieur peut être influencée par notre compréhension du tarot, et donc notre pensée peut influencer le monde extérieur. Pour terminer, je voudrais vous donner 2-3 informations sur les activités que je propose. Donc vous l'avez compris, je fais des consultations, je fais également des formations. Dans les formations, le but n'est pas d'apprendre donc le sens des cartes aux gens, c'est que les gens extraient eux-mêmes leur propre sens de carte. Dans la compréhension du tarot, il n'y a pas de sens unique, je dis toujours, il n'y a pas de sens interdit. C'est-à-dire que chacun a le droit de mettre les mots qu'il veut sur les cartes. Au début, quand j'ai commencé à tester le tarot, donc j'étais tout à fait autodidacte, j'ai commencé à faire mes tests, comme je vous ai expliqué, en posant des questions auxquelles j'avais les réponses, et puis j'avais une grille de lecture sur mes cartes. Et puis je commence à lire un bouquin, et je vois, ah ben c'est bizarre, cette carte-là, il ne dit pas du tout la même chose que moi. Et donc là, j'ai pas été bien. Et j'ai résolu ça en lisant 4 ou 5 livres en même temps, et je me suis rendu compte qu'il y avait des différences entre les auteurs, et qu'en réalité, il n'y avait pas plus de différence entre un auteur et moi que entre les auteurs entre eux, que pour les auteurs entre eux. Et donc, je me suis dit, mais oui, c'est ça la clé, c'est de mettre nos propres sens sur les cartes, et à ce moment-là, le tarot devient un outil vraiment très très intuitif. À côté de ça, j'utilise le tarot également en analyse de rêve, parce qu'en fait, analyser un rêve, c'est analyser des messages qui viennent de l'inconscient. Donc, quand vous posez une question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, ou est-ce que je veux rencontrer quelqu'un, est-ce que je veux changer de boulot, eh bien, vous allez questionner votre inconscient. Eh bien, en réalité, le rêve fournit la même information. Encore faut-il pouvoir le décoder. Et là, c'est là que j'utilise le tarot, c'est-à-dire que dans le rêve, vous avez des symboles, vous avez par exemple un renard, vous avez une voiture qui passe, un train, et ces mots peuvent avoir des sens différents pour chacun. C'est pas nouveau. Déjà, Freud savait que les symboles qui arrivaient dans les rêves avaient un sens différent pour chacun. C'est pour ça qu'il faisait un exercice d'expression spontanée, c'est-à-dire que quand les gens rêvaient d'un renard, par exemple, il leur disait mais qu'est-ce que ça vous évoque, un renard? Et les gens disaient la nature, la vie sauvage, l'instinct, la préservation de l'espèce, que sais-je, des choses comme ça. Et c'est ça qui était intéressant pour Freud, c'était pas le fait que ce soit un renard, c'était les émotions et
les mots que les gens mettaient sur ces émotions dans le rêve. Et avec toutes ces interprétations, une fois qu'il avait décodé l'ensemble des éléments du rêve, il formait une histoire cohérente. En fait, c'est la même chose qu'on fait avec le tarot, si ce n'est que on aide les gens, au lieu d'avoir, je vais questionner avec le tarot, c'est quoi le renard? Et je vais avoir une explication. Et au lieu que les gens soient les seuls à exprimer ce que veulent dire ces mots, on a un dialogue qui fait que je peux aider la personne à voir ce qu'il y a derrière le mot renard. Mais c'est un mélange, c'est vraiment une discussion, une interaction. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.